Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Lyon Politique, spéciale élection législative. Ce débat sera consacré aujourd'hui à la deuxième circonscription. J'accueille aujourd'hui à mes côtés Hubert Julien Laferrière, député sortant, élu LREM en 2017, mais candidat de la NUPES à ces élections en 2022. Bonjour. Et juste à ma gauche, Loïc Terren, vous êtes candidat, vous, ensemble, de la majorité présidentielle. Et puis à votre gauche, Raphaël Arnaud, vous êtes candidat citoyen de gauche, soutenu notamment par le nouveau parti anticapitaliste. Alors ce sera un débat en 4 parties. On va commencer par faire le bilan du député sortant, Hubert Julien Laferrière, ici présent. On parlera du nouveau gouvernement avec la nomination de Damien Abad et de Pape Ndiaye. Et puis on finira sur la loi pouvoir d'achat. On commence, comme on le fait dans ces débats, quand nous avons la chance d'avoir un député sortant, par son bilan. Le tirage au sort a décidé que c'était vous, Raphaël Arnaud, qui débuteriez ce bilan. Tout à fait. Bon, il y en a des choses à dire sur ce bilan. Déjà, c'est le grand écart. Parce que voilà, on voit bien, on arrive à passer d'une majorité présidentielle profondément libérale à aujourd'hui comme représentant d'une gauche soi-disant de rupture avec ses politiques libérales. En fait, en travaillant un peu sur le sujet, je me suis rendu compte que mon histoire politique et ma trajectoire politique est liée à la vôtre. Dans le sens où, lorsque moi je me suis engagé en politique, fortement, notamment en 2016, pendant la loi travail, contre cette réforme libérale qui s'est attaquée au Code du travail, au démantèlement du Code du travail, qui nous a fragilisés toutes et tous. Encore aujourd'hui, on en fait les frais. Lorsqu'on s'est mobilisé avec nos camarades syndicalistes, associatifs, dans la rue, avec des grèves, pour combattre cette loi, vous étiez déjà dans une majorité de gauche, avec Gérard Collomb, qui défendait ce projet-là, ce projet de loi, notamment sous Hollande. On était déjà dans un cycle de réforme libérale, de cette gauche qui trahit les classes populaires et qui trahit tout ce qui a défendu au cours de son histoire la gauche. Ensuite, en 2018, vous avez voté à l'Assemblée, du coup, une fois élu en tant que représentant de cette ère macroniste, vous avez voté la concurrence du rail. La concurrence du rail, encore une fois, moi j'étais dans la rue avec nos camarades cheminots pour combattre cette idée qu'on casse le service public en France, qu'on ouvre à la concurrence privée qui finalement ne mène qu'à une chose, c'est-à-dire la précarisation des statuts des gens qui rentrent à la SNCF, des cheminots, des conditions de travail, et évidemment le fait que le service public est détruit, et donc petit à petit, on ferme des guichets, comme par exemple à la Croix-Rousse, où nous avons mené une lutte, encore une fois avec nos camarades, contre le dernier guichet sur la Croix-Rousse de la SNCF. Vous menez la lutte aussi. La loi asile-immigration aussi que vous avez votée. La loi asile-immigration qui fragilise encore une fois le statut déjà immensément inquiétant pour les sans-papiers. Et nous étions d'ailleurs dans l'ouverture du collège Maurice Sèvres, encore une fois avec des camarades. Nous avons participé à l'ouverture de ce collège en soutien aux personnes sans-papiers qui étaient dans la rue, notamment des mineurs. Vous avez participé à voter une loi qui les précarise encore plus et qui durcit les conditions d'accueil et qui raccourcit les délais qui font qu'ils sont de plus en plus facilement expulsables. Février 2018, vous votez la loi CETA, donc le traité de libre-échange entre la France et le Canada, qui est une loi profondément libérale, puisqu'elle met en concurrence des paysans français et des paysans canadiens, ce qui pourrait provoquer potentiellement une perte de milliers d'emplois agricoles en France. Aussi sur les questions écologiques, puisque là, aujourd'hui, vous vous présentez comme un candidat écologiste, c'est une catastrophe, puisque nous, si on a le principe de précaution en France sur la question des OGM, au Canada, ils s'en fichent. Et avec ce traité de libre-échange, ça saute. C'est-à-dire qu'on pourra importer des poulets OGM tranquillement en France, comme si de rien n'était. Sur les transports, alors là, c'est jackpot. Nous, avec la planification écologique, on préconise le circuit court, c'est-à-dire le local. Alors là, traité de libre-échange avec le Canada, vous imaginez bien, avec les avions, etc. C'est pas le top pour l'empreinte écologique qu'on va laisser derrière. Je vous propose de ne pas faire trop long, comme ça on aura le temps d'échanger. J'essaie de le clôturer quand même, c'est important. L'AFI propose un référendum pour aller contre le CETA. Vous avez l'opportunité de vous rattraper, comme là vous essayez de le faire aujourd'hui en vous présentant comme candidat NUPES. Vous votez contre l'idée d'un référendum qui pourrait aller à l'encontre de cette loi. Toute ma vie, moi j'ai lutté. C'est une courte vie pour l'instant parce que j'ai 27 ans. En tout cas, toute ma vie, j'ai lutté contre ces réformes. Depuis mon plus jeune âge, depuis 15 ans, j'étais déjà dans la rue contre, sous Sarkozy, la réforme des retraites en 2010. C'est mon histoire politique. Et j'ai lutté contre des gens comme vous qui votent ces lois-là.
Vous savez, c'est d'un côté une immense fierté de me retrouver face à vous, parce que j'ai trop peu l'occasion de me retrouver face à des gens qui ont voté ces lois-là, contre lesquelles j'ai lutté avec mes camarades dans la rue. Mais vous savez, j'ai aussi de la rage, parce qu'aujourd'hui, vous vous présentez comme le représentant de cette gauche de rupture que nous sommes, et c'est pas dans votre ADN politique, puisque vous avez toujours vous êtes toujours battu pour ces lois libérales, vous avez toujours défendu ces lois libérales, et vous allez le faire encore, et je suis sûr que vous n'allez pas appliquer ce programme comme on vous les a confiés. Alors, avant que Hubert Julien Laferrière vous réponde, Loïc Terren, le bilan des députés sortants. Oui, bonjour, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, moi je pense que le bilan du député sortant, il est à ma gauche, c'est Raphaël Arnaud, et puis c'est aussi la configuration de cette élection avec énormément de candidatures à gauche qui montrent que finalement la candidature d'union à gauche est finalement la candidature de division. Je pense que le bilan du député sortant, il n'est pas clair sur bon nombre de points et il est à mon sens en décalage avec les préoccupations des Lyonnaises et des Lyonnais. J'estime pour ma part que je défends un projet qui est clair, un projet qui est cohérent. Le vrai clivage, peut-être sans doute qu'il est entre Raphaël Arnaud. Enfin, prenez pas trop la confiance, parce que si monsieur a une once de culpabilité, vous voulez aller encore plus loin dans le carnage, c'est-à-dire reprendre sur 5 ans. Non, mais doucement, prenez pas trop la confiance non plus. Non, je prends pas la confiance, je suis très humble, monsieur Arnaud, mais en tous les cas, je crois que le clivage entre vous et moi, il est assez clair. Donc, je défends un projet qui est cohérent, un projet de progrès, un projet de nouveaux droits aussi pour ce pays, avec des réformes phares qui seront celles des 5 prochaines années, sur la solidarité à la source, sur la planification écologique sans décroissance pour atteindre la neutralité carbone à 2050, sur l'économie et la relance avec l'objectif du plein emploi, et puis aussi... Et là, on était sur le bilan du député sortant. La réforme des institutions, je me présente en miroir aussi de ce qu'il a pu faire ou ne pas faire sur ces 5 dernières années. Hubert Julien Laferrière. Alors, c'est vrai qu'on a été nombreux, venant de la gauche, parce que moi, mon histoire, c'est la gauche depuis 30 ans, depuis que j'étais syndicaliste UNEF à Lyon 3, quand l'extrême droite menaçait l'université. Effectivement, un long parcours au Parti socialiste. On a été nombreux, à gauche, effectivement, à croire dans les promesses d'Emmanuel Macron, promesses démocratiques, promesses écologiques, promesses sociales, parce qu'il n'y avait pas de touche à la retraite à 60 ans, parce qu'il y avait un grand plan pour les quartiers populaires, parce qu'il y avait un grand plan pour lutter contre les discriminations, parce qu'il y avait un grand plan pour lutter contre la fracture territoriale qui menaçait déjà notre pays, parce qu'il y avait une volonté de rénovation démocratique. Et on a effectivement vite déchanté. On a vite déchanté et on était une trentaine de députés de la majorité venant de la gauche en disant « mais qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas continuer à cautionner ça ». Mais quand vous êtes dans la majorité et que vous commencez à déchanter, eh ben, vous vous dites « bon, si on sort, les institutions de la Ve République font qu'aujourd'hui, en fait, si on est dans l'opposition, on s'oppose, on peut prendre des postures, mais on ne sert à rien. Et quand on est à la majorité, on se dit, on va essayer de peser de l'intérieur. Et alors, certainement, on n'a pas gagné assez de batailles, mais on en a gagné. Je veux dire, on s'est battu contre la réduction de l'aide médicale d'État destinée aux étrangers. Sur la loi asile immigration, avec Aurélien Taché et d'autres, on a effectivement bataillé pour obtenir qu'il y ait un rapport sur l'intégration des étrangers par l'économie, par l'emploi. On a bataillé pour qu'effectivement il n'y ait pas une réduction des délais de recours. On a bataillé pour que des moyens soient mis pour que les délais d'obtention de l'asile soient réduits. On a obtenu des victoires. Et quand vous êtes dans la majorité et que vous bataillez avec le ministre, avec des cabinets, et que vous obtenez des choses, et ben vous vous dites, bon, ok, on va la voter. Alors, j'aurais pu m'abstenir, c'est vrai, mais on a obtenu ces victoires-là. Et aujourd'hui, vous savez, vous discutez, parce qu'on peut dire des choses, mais vous discutez avec, moi j'ai discuté avec France Terre d'Asile, avec plein d'autres, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? C'était une loi de posture, en fait. C'est-à-dire que cette loi, en fait, elle a permis un affichage, mais aujourd'hui, elle ne sert pas à grand-chose, en réalité. Elle a permis à Gérard Collomb, au gouvernement, de dire, on a une loi sur l'immigration, mais en fait... parce qu'on a obtenu effectivement ces batailles qu'on avait menées. Sur le CETA, on s'est battu avec effectivement des députés qui venaient de la gauche
pour qu'il y ait un vrai contrôle démocratique de l'application du CETA, pour éviter effectivement, parce que c'est pas vrai qu'on peut faire venir des bœufs nourris aux hormones et aux OGM du Canada. Le Canada, c'est pas non plus le Brésil de Bolsonaro, hein, c'est un pays démocratique qui est attaché et dont le peuple est très attaché aussi à la défense de l'environnement. Alors effectivement, aujourd'hui, on est conscient que le libre-échange, c'est plus d'empreinte carbone et que c'est pas bon pour l'environnement. Mais le libre-échange, ça a aussi été du progrès social, parce que le protectionnisme, ça a aussi amené la guerre, je le dis comme ça. Donc évidemment qu'aujourd'hui, par rapport aux consciences écologiques qu'on a, par rapport aux défis tout simplement de protection de l'humanité par la lutte contre le changement climatique et la défense du vivant et de la biodiversité, il faut effectivement aujourd'hui retrouver le local, retrouver... Donc aujourd'hui, vous voteriez contre, du coup, cette loi ? Aujourd'hui, je voterai certainement contre, effectivement. D'accord. De toute façon, j'ai déjà dit que je voterai contre, par exemple, un accord avec le Mercosur, qui est évidemment bien pire que le CETA, et ça, j'ai toujours dit, même quand j'étais dans la majorité, que je voterais contre, effectivement, un traité avec le Mercosur. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, moi, je suis de notre génération que vous. On nous avait appris que le protectionnisme avait amené à la guerre et que le libre-échange, c'était aussi une façon y compris d'aider les pays les plus pauvres à se développer. Aujourd'hui, on est effectivement dans d'autres logiciels auxquels il faut m'adapter et s'adapter. Et je ne dis pas que j'ai pas appris beaucoup de choses dans mon mandat de parlementaire. Ah, mais 3 ans, 4 ans dans la majorité, on a gagné des batailles. Vous en avez appris. Et effectivement, on s'est dit, à un moment, là, on tient plus, on s'en va. Excusez-moi, mais c'est pas facile de partir d'une majorité. Parce que quand on me dit... Je vais vous plaindre. Non, mais je dis ça simplement parce que quand on me dit que je suis parti par opportunisme, l'opportunisme, c'est ceux qui sont toujours à gauche et qui restent dans la majorité parce qu'ils veulent être réélus. Quand on quitte une majorité, et moi avec mes collègues Villani, Taché et d'autres, Paula Forteza, on a créé un groupe à l'Assemblée nationale, Écologie, Démocratie et Solidarité. On s'est battu. On s'est battu à nouveau lorsque Darmanin prend un arrêté pour interdire les associations à Calais de donner à manger et à boire aux exilés. Eh ben, on y va. On s'oppose. Si, il l'a fait. Il l'a fait à l'automne 2020. Il a pris cet arrêté pour interdire. On est allé voir les exilés. On est allé voir les associations. On a dénoncé ces arrêtés. On va d'ailleurs permettre à Loïc Kahn de répondre, parce qu'il est assez en retard. En 2017, ça ne vous embêtait pas, par contre. Et je pourrais dire la bataille qu'on a menée contre le retour des néonicotinoïdes, poison, tueurs d'abeilles, peut-être menace sur la santé humaine, que le gouvernement Hollande, avec Barbara Pompili comme ministre, avait interdit, et qu'on réintroduit en septembre 2020. On a mené la bataille à l'Assemblée. Je ne suis pas parfait. J'étais certainement très naïf en croyant aux promesses de Macron en 2017. Ah là, c'est un vrai manque de discernement quand même. Et moi, ça me fait peur pour la suite. C'est-à-dire que si vous n'arriviez pas à avoir le programme de Macron... Manque de discernement, les trois quarts du PS. Je vous avoue que je ne suis pas du PS. Et c'est justement contre cette gauche qui a trahi pendant des années que je me bats aussi. Donc c'est quand même franchement un manque de discernement. C'est un vrai manque de discernement. Si vous n'arriviez pas à voir que le programme de Macron, et au bout de quelques mois, vous n'arriviez pas à voir la trajectoire que ça allait prendre, vous êtes resté quand même plus de 3 ans dans cette majorité. Je vous dis parce qu'on cherche... Vous dites que vous avez déchanté... Moins de 3 ans. 2 ans et demi. Vous êtes resté pas loin quand même de la majorité, même après 3 ans. Je vous dis qu'on avait créé un groupe à l'intérieur de la majorité. C'est un vrai manque de discernement, et moi ça me fait peur sur la suite. J'imagine en plus vous êtes conseillé par des gens depuis longtemps en politique, etc. Ça me fait peur pour la suite. C'est-à-dire que là aujourd'hui vous êtes candidat, vous n'arrivez même pas à voir que la politique de Macron va être libérale. Je pense que monsieur dira pas le contraire. Que la politique de Macron va être libérale. Vous n'y arrivez, vous n'arrivez pas à voir. Vous n'avez pas ce discernement. Ça me fait peur pour la suite. Voilà, c'est tout. C'est souvent le cas, effectivement. Le problème à gauche, c'est qu'on a des débats et puis que les gens qui représentent la droite ou le centre, la majorité, ils sont royal au bar parce qu'effectivement... vous inquiétez pas, moi je vous attaque sur le fait... Je vous attaque sur le fait que vous ayez défendu Macron. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas défendre M. Tavares. Et on va laisser Loïc Kahn répondre. Je pourrais vous donner d'autres batailles qu'on a menées, y compris dans la majorité, contre l'interdiction des frais d'inscription, l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers. Mais les batailles qu'on a menées, depuis qu'on a quitté la majorité et qu'on a créé ce groupe à l'Assemblée, elles sont nombreuses. Pour un revenu universel pour les étudiants, j'ai parlé de la bataille contre les pesticides que Macron avait on va laisser Loïc Kahn répondre parce que là il a pris beaucoup de retard également.
Loïc Perren, vous vouliez revenir sur ce bilan? Je ne pensais pas être d'accord avec Raphaël Arnaud, mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'incohérences. Moi, je m'y attendais. Écoutez, On n'est pas d'accord. Comme quoi, on peut chacun être surpris. Moi, ce qui me perturbe, c'est les incohérences que le député sortant affiche sur la question du projet de loi immigration. Vous pouvez dire que vous avez obtenu des avancées. Alors, moi, il se trouve que je n'étais pas député à ce moment-là, donc je n'avais pas l'occasion de voter la loi, mais j'étais collaborateur parlementaire. Et avec Olivier Véran, on avait notamment porté la question du délit de solidarité et des réfugiés climatiques. Je ne vous ai pas particulièrement entendu à ce moment-là sur ces questions-là. Et ce que je vois, en tout cas dans votre bilan, c'est que vous avez voté cette loi dans son entièreté, à la fois sur les questions d'intégration et sur les questions de réduction des délais d'instruction. Donc c'est bien quand même que vous reconnaissez que cette loi était bonne. Avec Aurélien Taché, on s'est battu. Oui, sur les questions d'intégration. Mais ça vous a pas empêché de voter la loi. Oui, parce qu'on a obtenu notamment l'obligation dans la loi d'un rapport qui était confié à lui-même sur l'intégration des étrangers. Si on ne votait pas la loi, il n'y avait pas ce rapport. Oui. Si on ne votait pas la loi, il n'y avait pas les augmentations de moyens qu'on avait obtenues pour réduire les délais d'obtention du droit d'asile. C'est pas un rapport qui débouche sur des augmentations de moyens, monsieur le député. Si. Non, je parle de la loi. Je parle de la loi. On a obtenu les augmentations de moyens. Mais quand vous bataillez, vous obtenez des concessions importantes, effectivement, vous votez. Voilà. Oui, parce que vous avez obtenu des victoires. Et vous l'auriez voté aussi également la loi. Moi, je l'aurais voté. Voilà, donc dites pas qu'on est d'accord, parce que moi je viens de dire justement que je j'étais d'accord sur les incohérences. Non mais là, tout le monde en a bien conscience que monsieur est incohérent. Quand sur le glyphosate, on n'obtient pas effectivement satisfaction, alors que Macron avait promis la fin des pesticides, et là on vote contre. En l'occurrence, on vote l'amendement qui interdit les pesticides. On travaille à l'échelle européenne, mais enfin c'est vous qui étiez député. Oui, mais en tout cas, c'est en contradiction avec les est-ce que vous voulez dire une dernière chose? Vous êtes en retard. Et on va changer de thématique. Ce qui me dérange, c'est que vous n'avez pas marqué la rupture avec la majorité au moment du projet de loi immigration. Vous l'avez marqué au moment d'une élection, au moment des élections municipales, au moment où l'on sentait que les écoles... Non, c'est faux. Excusez-moi. C'est faux. La rupture, c'est sur le projet retraite. Au moment de l'utilisation du 49.3. On pourrait regarder les dates si vous voulez. On regarde les dates. Vous n'avez pas non plus marqué la rupture au moment des nouvelles lois de travail ou de la réforme de l'apprentissage. Vous l'avez fait quand on a engagé. Je vais vous dire pourquoi. Quand on a engagé le quoi qu'il en coûte pour protéger nos salariés et nos entreprises. C'est une chose cette rupture-là, – excusez-moi bien, mais elle est opportuniste à mon sens. Je suis désolé de le dire comme ça. Vous n'avez pas marqué la rupture sur un clivage clair qui aurait pu être entre la gauche et la majorité présidentielle. Si. Allez, je vous propose de vous redonner la parole, Hubert Junot-Laferrière, pour avancer dans le débat. Je redis ce que j'ai dit, on se bat de l'intérieur, et à un moment, on dit « je n'ai plus rien à faire ici ». En l'occurrence, sur la réforme des retraites, qui d'ailleurs, certains éléments étaient redistributifs. Quand il y avait la discussion avec les syndicats, il y avait effectivement des choses pour les agriculteurs qui aujourd'hui ont parfois 400 € de retraite. Donc il y avait quelque chose de très bien qui faisait qu'ils allaient avoir au moins 1 000 € de retraite. Pour les femmes également, c'était plus redistributif. Donc on regardait ce qui se passait. Et un jour, le Premier ministre met le coup près, il annonce l'âge pivot, paf, on augmente l'âge de départ à la retraite. Il fout tout le monde dans la rue, il compromet toute la réforme et toute la discussion pour finir par le 49.3. C'est ça qui m'a fait partir. Et la concordance avec les élections municipales et métropolitaines, elle n'a rien à voir, parce que dès le début de cette on a compris les éléments de ce débat, je vous propose qu'on avance. C'était automne 2020. On a déjà pris un grand temps sur cette première partie. Je souhaitais qu'on parle du nouveau gouvernement, avec 2 nominations qui font beaucoup parler depuis le début de la semaine. La première, c'est évidemment Damien Abad, avec les 2 accusations de violence sexuelle et même de viol dont il fait l'objet, même si l'une a été classée sans suite. Est-ce qu'il peut rester au gouvernement, Hubert Junot-Laferrière ? Moi, je pense qu'il devrait se retirer. Mais d'abord, je pense à toutes les femmes. Toutes les femmes qui subissent effectivement les violences sexuelles et sexuistes et dont la parole ne peut plus être ignorée. D'abord, il n'aurait pas dû être nommé, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y avait des signalements, et on sait même que le gouvernement était au courant avant même que Mediapart sorte son article. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on va nous dire oui, mais les plaintes, effectivement, ont été classées sans suite. Mais c'est une époque où, effectivement, on sait que, je crois que c'était le rapport de l'association Nous Toutes qui dit 66% des femmes estiment que leurs plaintes ont été mal
maltraitées, mal comprises par les commissariats. Et puis aujourd'hui, vous aviez à l'époque, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, que 15% des femmes qui se rendent au commissariat. Donc oui, il y a la présomption d'innocence, mais oui, moi j'ai envie de croire ces femmes qui parlent, qui se confient, surtout lorsque les témoignages de deux femmes sont concordantes et que les témoignages sont étayés. Donc il faut en tirer les leçons. Moi je crois que Damien Abad doit se retirer du gouvernement, tout simplement, lorsque les accusations aussi graves sont telles qu'on les entend aujourd'hui et qu'elles sont étayées et qu'elles sont concordantes entre deux témoignages de femmes qui ne se connaissaient pas. Loïc Terren. Un premier point sur cette affaire qui est grave. Moi, j'estime quand même que... je rejoins d'ailleurs le député sortant sur la question de la parole des femmes. Je pense qu'il faut se féliciter déjà que les femmes puissent s'exprimer aujourd'hui dans ce pays quand elles ont été victimes de violences sexuelles et sexistes. Et sur les 5 dernières années, d'ailleurs le député sortant a voté certaines de ces lois, on a renforcé la possibilité pour ces femmes, je le dis sans polémique, non, mais on a renforcé la possibilité, les moyens qui étaient dédiés aux femmes qui étaient victimes, et puis pour les femmes qui voulaient parler, la possibilité d'aller facilement parler dans les commissariats. Et on le sait, on a aujourd'hui une augmentation de plaintes par rapport au quinquennat précédent. Maintenant, sur cette affaire très précise, moi je ne suis pas juge, vous ne l'êtes pas non plus, monsieur le député, je ne crois pas, je manque peut-être d'éléments. Et donc, à ce stade, au vu de la procédure, en tout cas des faits qui sont exposés dans la presse, il est, à mon sens, un peu délicat de s'exprimer sur la culpabilité ou non de Damien Abad, quand même il est vrai que nous avons certains éléments dans la presse qui ont été révélés. Moi, je rejoins en tout point la position du gouvernement et de la Première ministre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aurait un nouvel élément dans cette affaire, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Moi, j'estime qu'à ce moment-là... C'est quoi le nouvel élément? C'est une plainte? Ah bah écoutez, oui, potentiellement. Oui, bien sûr. Il y a une première plainte, comme vous l'avez dit, qui a été classée sans suite. S'il y avait une nouvelle plainte qui était déposée et que la culpabilité de Damien Abad était potentiellement mise en avant, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités et qu'il puisse y avoir, je pense, un retrait du ministre. Mais pour l'instant, à ce stade, nous n'en sommes pas là. Raphaël Arnaud? Alors, effectivement, j'étais plutôt d'accord avec monsieur Laferrière sur cette question, parce que c'est quelque chose qui a touché tout le quinquennat, mais pas pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que Macron en a fait une grande cause, vous savez, du quinquennat. Lorsqu'il s'est présenté, il l'a renouvelé à nouveau. Moi, je pense qu'au-delà de la question judiciaire, derrière se cachent tous les politiques, notamment ceux qui ont commis des agressions sexuelles ou des viols, lorsqu'après les suites judiciaires donnent le résultat. Tous se cachent derrière cette question-là judiciaire. Moi, je pense qu'il y a un enjeu politique aussi derrière. Derrière la question des agressions sexistes et sexuelles, il y a un enjeu politique. À dire non à l'impunité qui règne aujourd'hui dans ce monde politique et dans l'ensemble de la société. Monsieur Laferrière l'a rappelé, nombre de femmes, déjà, n'osent pas porter plainte, et le peu qui vont au commissariat porter plainte, on sait très bien qu'il y a très peu de débouchés judiciaires par rapport à ces plaintes, même lorsque le viol est avéré des années plus tard. Il y a très peu de suites judiciaires qui donnent raison aux témoignages des femmes. Donc nous, en tant que responsables politiques, je pense qu'on a une responsabilité à être droit. Et oui, nous sommes pour l'idée que dès qu'il y a une accusation, dès qu'il y a une parole des femmes qui s'exprime, à partir de ce moment-là, l'homme politique se retire. Ne serait-ce que par un principe de précaution. Au pire, lui, il perd son poste. Au mieux, on protège les femmes qui peuvent s'exprimer et surtout, on donne le pouvoir à d'autres femmes qui n'osent pas s'exprimer de pouvoir le faire. Au niveau des lois qui peuvent être faites, nous, on pense qu'il faut qu'il y ait 1 milliard qui soit débloqué par l'État, qui soit donné à ces associations féministes, parce que vous disiez, le gouvernement a mis en place des choses. Très bien, c'est pas le gouvernement qui a mis en place des choses, c'est des organisations féministes qui, sur le terrain, luttent depuis des années, qui ont imposé un rapport de force aux politiques qui n'ont plus le choix d'accepter ces revendications-là. Et moi, je pense qu'il faut encore plus de moyens, parce que notamment, il y a des maisons des femmes qui sont montées actuellement de partout sur le territoire, notamment d'accueil des femmes qui ont subi des violences conjugales ou des violences sexistes et sexuelles, encore une fois. Il y a des maisons des femmes qui s'ouvrent, il y a les plannings familiales qui demandent de l'argent depuis des années. Moi, je pense qu'une des solutions, c'est de leur donner du pouvoir à ces femmes-là. Au-delà de nous, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement donner ce pouvoir-là et cet argent à des femmes qui luttent au jour le jour pour leurs conditions. Ce devait être la grande cause du quinquennat.
je ne suis pas sûr que le bilan soit aussi grand. Effectivement, les associations demandaient 1 milliard d'euros par an pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. C'est en fait 300 millions qui ont été alloués. Parce que quand le gouvernement annonce 1 milliard, en fait, c'est l'ensemble des mesures prises pour l'égalité femmes-hommes, y compris les choses qui sont faites pour soutenir ce combat-là à l'étranger, ce qui est bien par ailleurs. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut répondre aux associations. Ce milliard, ils ne sortent pas de nulle part. Elles ont chiffré les besoins qu'il y a pour soutenir les associations, pour aller vers plus d'éducation, vers plus de prévention, pour lutter contre la récidive. Effectivement, ça mérite 1 milliard d'euros par an. Toutes les associations le disent. Et il faudra effectivement mettre ça en œuvre pour que ce soit effectivement une grande cause du prochain quinquennat. Loïc Théraine. Non, mais on peut se rejoindre sur le renforcement des moyens. Après, sur la question du milliard, je crois que le député sortant l'a dit, quand on regarde finalement l'ensemble des politiques qui sont menées par ce gouvernement, on s'y retrouve. Et je pense qu'il ne faut pas... Non, mais il ne faut pas affirmer un chiffre sans mettre de réalité derrière. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a mis en place les bracelets anti-rapprochement et qu'il faut continuer leur déploiement. Ce que je vois, c'est qu'on a mis des moyens pour accueillir les femmes qui étaient victimes dans les commissariats pour qu'elles puissent s'exprimer plus facilement, pour que nos policiers, nos forces de l'ordre soient formés sur ces enjeux-là. Ce que je vois, comme le citait Raphaël Arnaud, c'est qu'il y a des initiatives associatives qui émergent et qui sont soutenues par l'État et par les collectivités. Il y a la question de la Maison des Femmes, c'est en Seine-Saint-Denis, il me semble, qu'il pourrait d'ailleurs très bien être déployé sur l'ensemble du territoire. Et moi, je pense qu'on pourrait tous être très heureux qu'il puisse y avoir une Maison des Femmes à Lyon. J'entends tout ce que vous dites, sauf que moi j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps de M. Darmanin et Dupond-Moretti qui étaient interrogés sur cette affaire. On a un M. Darmanin qui lui-même a été accusé d'agression sexuelle devant les caméras, tranquillement. C'est vrai que c'est super rassurant pour parler d'une affaire de viol. Et de l'autre côté, on a M. Dupond-Moretti qui, lui, lorsqu'il parlait des femmes, justement dont vous parlez là, des associations, etc., comme nous toutes, qui ont lancé un mouvement pour dénoncer ces violences sexistes et sexuelles, ce cher M. Dupond-Moretti, qu'est-ce qu'il disait aux yeux de toutes et tous? Il est traité de folasse, ces féministes qui dénoncent les violences sexistes et sexuelles. Donc venez pas nous faire croire que ça va être la grande cause du quinquennat, et notamment de ce gouvernement. J'ai pas vu ces citations-là, je vérifierai ce que vous dites. En tous les cas, vous n'avez pas Gérald Darmanin en face de vous, vous avez Loïc Théraine. Et moi, je vous dis que... N'empêche que vous défendez ce quinquennat, et il est toujours là, et il va être toujours là. Si demain je deviens député, je ferai en sorte que ces moyens soient renforcés et que la parole des femmes puisse encore être plus entendue dans ce pays. Il faut lire le rapport Nous Toutes, de l'association Nous Toutes avec Caroline Dehaas, parce que c'est un rapport remarquable et qui permet effectivement de voir les mesures qu'il faut prendre pour l'avenir pour éviter ces drames. Plutôt que les traités de folasse. Je vous propose qu'on avance sur le débat. Autre nomination qui a beaucoup fait parler, c'est celle du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Alors l'extrême droite dénonce l'arrivée d'un indigéniste à l'Éducation nationale, mais c'est plutôt une nomination qui a fait parler de manière plutôt positive du côté des enseignants, où il semble susciter un vrai espoir. Loïc Théraine, justement, est-ce qu'il y avait besoin d'une rupture avec Jean-Michel Blanquer, qui, lui, dénonçait l'islamo-gauchisme et le wokisme au sein de l'Éducation nationale et de l'université? Écoutez, je ne sais pas s'il est question d'une rupture. Je crois que chacun, et y compris le nouveau ministre de l'Éducation nationale, est satisfait du bilan éducatif du précédent quinquennat et des chantiers qui sont proposés pour l'avenir. Puisque parmi les grands chantiers que le président de la République a proposés pour le début de ce quinquennat, figure celui de la santé et celui de l'éducation, de l'école, avec la question de la revalorisation des salaires des enseignants, la question de leur mission, et puis la question aussi et surtout de la liberté pédagogique, de la liberté d'enseignement, notamment en primaire, pour pouvoir s'adapter finalement aux besoins des élèves, pour renforcer leur réussite éducative. Et je pense que Pape Ndiaye, qui est notre nouveau ministre de l'Éducation nationale, sera le plus à même pour porter ces réformes-là. Il le fait en plus en portant un très beau message, notamment quand il est allé faire son premier déplacement, puisqu'il est allé au collège de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, en portant un message de fraternité, un message de bienveillance, un message universaliste. Et moi, je me retrouve en tout point avec ce message-là et avec son ambition pour l'éducation de nos enfants. Julien Fayard, une nomination positive? Oui, alors j'ai entendu parler de bonne prise, comme si les électeurs de gauche étaient une part de marché dans le contenu de ce gouvernement. Moi, il se trouve que j'ai connu Pape Ndiaye. On était tous les deux étudiants et on était membres d'un cercle de réflexion qui s'appelait Convergence socialiste, dans lequel on retrouvait d'ailleurs l'historien Benjamin Stora, Jean-Christophe Cambadélis et d'autres. Et effectivement, il travaillait déjà sur les discriminations.
Et aujourd'hui, c'est une référence sur le thème des discriminations. Moi, ce que je me demande, c'est comment il va cohabiter dans ce gouvernement avec Gérald Darmanin qui, comme je le rappelais, prend des arrêtés pour empêcher les associations de donner à manger et à boire aux exilés à Calais, parmi d'autres méfaits. Comment il va s'y retrouver? Je ne sais pas. Quelle va être sa politique pour l'éducation? Je ne sais pas non plus. Et puis, quelle va être la ligne du gouvernement lorsque Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal ont fait des procès en wokisme en permanence et en indigénisme dans les universités, contribuant en fait à diviser la communauté universitaire, à monter en épingle des choses qui n'avaient pas besoin d'être montées en épingle. Comment effectivement il va se retrouver dans ce gouvernement alors que lui défend avant tout la lutte contre les discriminations? C'est une vraie question. Mais la vraie question, encore tout plus, c'est effectivement quelle va être sa politique pour l'école. Et ça, pour l'instant, je n'en sais rien. Raphaël Arnaud? Oui. Déjà, je voulais rappeler qu'il est très important que toutes et tous, on dise stop à la déferlante raciste qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Stop. On a des ministres, on l'a bien vu avec la question précédente, qui sont accusés d'agression sexuelle. On a des ministres comme Gérald Darmanin qui ont fait preuve d'une brutalité extrême dans les propos, dans les ordres donnés, notamment vis-à-vis de la répression des mouvements sociaux. On a des ministres qui n'en manquent pas une pour se faire attaquer sur leurs faits. Là, on a un ministre qui arrive, qui n'a encore rien fait. Il se subit une déferlante sur les réseaux sociaux de la part d'une grande part du champ politique et médiatique, tout simplement parce qu'il est noir. Tout simplement parce qu'il est noir. On en est là aujourd'hui en France. Je tiens à le rappeler, il n'y a même pas quelques semaines, l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Alors je sais que Macron, ça ne le dérange pas trop, puisqu'il n'a même pas cité l'extrême droite lorsqu'il est face à Marine Le Pen et ne dénonce pas les meurtres d'extrême droite et les attentats qui sont déjoués quasiment toutes les semaines ou au moins plusieurs fois par mois sur notre territoire. C'est absolument faux. Je sais que ça pose pas trop de problèmes, à tel point que, M. Laferrière l'a rappelé, des ministres comme Vidal ou Blanquer parlent d'islamo-gauchisme dans les universités, parlent de wokisme, qui reprend ces thématiques de l'extrême droite jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc tout simplement, c'est le résultat de toute cette politique-là qui est menée depuis 5 ans. Et qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'un ministre noir arrive au pouvoir, mais ces gens-là, ils ne le supportent pas, les racistes. Et ils s'expriment, parce qu'aujourd'hui, en France, un personnage comme Éric Zemmour a pu se présenter aux élections présidentielles. Effectivement, ça leur a laissé le champ libre. Ensuite, qu'on ne se mente pas, ce ministre, il ne va pas faire, avec une baguette magique, changer totalement la direction qu'a entrepris le gouvernement. La preuve, il s'est vu imposer comme directeur de cabinet M. Jean-Marc Huard, qui était un fidèle de Jean-Michel Blanquer. Donc voilà, on se doute bien qu'ils vont continuer un peu dans cette dynamique-là. On le rappelle, la France est quand même championne au niveau des inégalités, comme le rappelle l'OCDE, comme reproduction des inégalités à l'école. Moi, je mets au défi, monsieur Pape Ndiaye, de savoir comment est-ce qu'il va garantir le fait qu'il y ait l'école gratuite pour toutes et tous, qu'on arrête avec cette idée d'autonomie des écoles. Parce que monsieur parle de liberté, comment vous avez dit? Liberté d'enseignement, ça sonne super bien, liberté d'enseignement. Pédagogique. Sauf qu'en fait, liberté pédagogique et d'enseignement, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée d'autonomie des établissements. Lorsqu'on parle d'autonomie des établissements, ça veut tout simplement dire l'idée que dans les territoires de seconde zone, on va les appeler comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, il y a des écoles avec qui il y a beaucoup de moyens, d'autres où il y en a moins, et cet écart va se creuser. Les écoles qui ont moins de moyens vont petit à petit s'enfoncer en plus en plus d'inégalités, et les écoles qui ont plus de moyens vont petit à petit, notamment avec la réforme du bac, avec l'idée que voilà, il y a plus de... on essaie de casser cette idée de diplôme national qui serait équivalent toutes et tous. De plus en plus, on va autonomiser les établissements et produire... On va laisser Loïc Terren répondre. Juste préciser mon propos, liberté pédagogique, je ne sais pas comment vous avez entendu autonomie des établissements quand j'ai parlé de liberté pédagogique. En l'occurrence, c'est... C'est ce qui s'est passé pendant tout le quinquennat. Non, pas du tout. Si. Pas du tout. Enfin, je ne sais pas sur quel point, vous pourrez nous le préciser après, mais en tous les cas, on parle ici de liberté pédagogique à l'école primaire pour nos enseignants, pour nos professeurs des écoles qui tout simplement veulent parfois adapter un peu la manière dont ils font cours pour renforcer la réussite éducative de nos écoliers. Et ça va dans le sens de l'ensemble des réformes qui ont été menées sur les 5 dernières années, à la fois avec le dédoublement des classes dans les zones REP et REP+, parce qu'il n'y a pas d'établissement de seconde zone, je suis désolé de le dire, à la fois avec... Faut que vous ayez dans les écoles des quartiers nord à Marseille, je pense que... peut-être pas dans les quartiers nord à Marseille, mais j'ai déjà visité quand même des écoles qui étaient dans des milieux en difficulté. J'y suis même passé, vous voyez, comme quoi. Grande fierté, monsieur, je suis content pour vous.
les cités éducatives dans les quartiers en difficulté qui ont permis des synergies avec les associations, avec les établissements scolaires, avec le milieu socio-éducatif pour favoriser aussi cette réussite et finalement cette émancipation de chacun. La revalorisation des salaires des enseignants qui a déjà débuté, on oublie de le dire, mais elle a déjà débuté en 2017, notamment pour inciter des enseignants à aller dans les secteurs les plus en difficulté, et elle va se poursuivre. Et le dégel du point d'indice des fonctionnaires ? Vous avez peut-être suivi que le président de la République propose que Pourquoi ça n'a pas été fait pendant 5 ans ? Écoutez, on a un contexte aussi... Oui, parce que là, il y a les élections, donc effectivement, vous dites ça, mais... Non, pas nécessairement, mais on peut parler aussi de vos propositions sur les questions de pouvoir d'achat, et je crois qu'on le fait juste après, reviendra, y a pas de souci. qui sont peut-être circonstancielles, puisque On va faire rapidement, parce que là, on a déjà débordé. 400 €, et puis vous êtes passé sur un SMIC oui, à 1500 € entre deux élections. On est bien d'accord, mais nous sommes bien d'accord, c'est pour ça qu'on va augmenter le point d'indice. Donc voilà, ce bilan éducatif-là, je pense qu'il dessine les lignes pour l'avenir aussi, c'est-à-dire un renforcement encore du dédoublement des classes en primaire, une augmentation de la liberté pédagogique et puis une revalorisation du métier d'enseignant qui est un des plus beaux métiers dans ce pays. Et je vous propose qu'on avance justement sur la dernière thématique. Je suis désolé, je n'ai pas été un très bon animateur, on est assez en retard sur le temps de parole. Loi pouvoir d'achat, qu'on a appris finalement serait repoussée plutôt après législative, qui prévoit... pour faire face à une inflation annoncée au-delà de 5%. Donc, dans les mesures qui sont annoncées, on a la prime Macron qui serait triplée pour passer à 6 000 €. Il y a l'indexation des retraites sur l'inflation. Il y a un chèque alimentaire d'une 60aine d'euros pour les ménages en difficulté, pour consommer bio et local. Prolongation de la remise carburant de 18 centimes par litre d'essence, je crois qu'il a coûté déjà 22 milliards depuis le début de l'année. Redevance télé qui serait... supprimé, qui est à 138 € aujourd'hui, négociation sur le hausse des salaires, mais aussi un minimum d'activité sur le RSA, proposition qui a été faite durant la campagne, dont on comprend aujourd'hui qu'elle serait plutôt, si j'ai bien suivi, ça deviendrait plutôt une obligation de formation d'une 20aine d'heures par mois. Hubert Julien Farrière, cette loi pouvoir d'achat, vous qui étiez dans la majorité avant, vous pourriez la soutenir ? J'attends de la voir, parce que pour l'instant, on a des annonces dans la presse. Donc moi, j'attends de voir ce qui concrètement il y a. Encore une fois, on nous avait promis une réduction des inégalités. Les inégalités se sont fortement accrues pendant ce quinquennat. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parti de cette majorité. Aujourd'hui, on a eu un taux de... Oui, les inégalités se sont accrues, c'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui ont profité de la crise et de l'après-crise, ce sont les plus élevés. C'est un peu la difficulté. Et on a un taux de... Pardon, mais la crise sanitaire, elle n'était pas que en France. Et aujourd'hui, le taux de pauvreté, 15% de la population qui sont en dessous du seuil de pauvreté, 15% de la population, quasiment 1 million de Français. Effectivement, c'est du jamais vu depuis 20 ans. Donc, on a besoin... Tout ça parce que, en fait, cette promesse du ruissellement n'a pas fonctionné. Et on a aujourd'hui, effectivement, 5 personnes en France qui représentent, qui possèdent plus que 40% de la population française. 5 personnes. Ça veut bien dire qu'il y a les moyens, quand même, de réduire, je prends les 5 personnes, mais je pourrais en prendre beaucoup plus, qu'on a des moyens d'une meilleure redistribution des richesses qui n'a pas eu lieu, et qui n'a pas eu lieu, pas simplement sous ce quinquennat, mais depuis très longtemps, on a besoin de changer complètement de logiciel en termes de redistribution des richesses, parce qu'on a tous été noyés dans un logiciel, effectivement, néolibéral, qu'il fallait soutenir les riches, et que c'est eux qui allaient permettre. Oui, mais c'est très joli aujourd'hui. Non, mais je viens de le dire. Du coup, vous en êtes conscient, vous y avez participé. Je viens de le dire, on a tous été noyés dans un... Pas moi, monsieur, puisque j'étais dans la rue pour combattre. Donc c'était encore une fois un manque de discernement, et ça me fait peur pour la suite. Je parle depuis les années 80, avec le tournant avec Mitterrand, tout le monde s'est dit, effectivement, il faut soutenir l'investissement, ce qu'il faut faire. Et vous pensez, du coup, il n'y avait pas de gauche de rupture avec ces politiques qui existaient ? Certainement. Pourquoi vous n'y étiez pas, alors ? Certainement. Pourquoi vous n'y étiez pas dans la rue avec le contre la loi travail ? Écoutez, tout à l'heure, vous m'avez mis en cause sur la loi El Khomri. Vous ne savez pas du tout ce que je pensais de la loi El Khomri. À l'époque, quelle déclaration vous avez faite ? À l'époque, je n'étais pas député. Vous étiez dans la rue avec nous ? J'étais maire d'un arrondissement. Oui, d'accord. Je me battais pour le quartier de la Duchère. J'étais auprès des populations. Oui, je me suis opposé à cette loi. Je l'ai dit. Vous retrouverez les déclarations. D'accord. Vous pourrez les chercher. Très bien. Je n'étais pas pour la loi El Khomri. Et vous avez voté la loi Pénicaud.
Oui. D'accord. Ah oui, et ça, je pourrais. C'est On n'a grand pas le écart, temps, vous mais êtes gymnaste, on n'a pas le temps, mais Moi, je suis très à l'aise sur ces questions, mais on n'a pas le temps, mais je pourrais expliquer c'est quand même pourquoi. assez incohérent. Mais rappelez-vous, il y avait quand même pas mal de socialistes qui étaient opposés à la loi El Vous Khomri. essayez de me ranger à chez les l'époque. socialistes, monsieur. Non, je vous dis ça parce que vous dites que. Non, je vous dis que j'étais pas le seul. Il y en avait quand même beaucoup. Ah bah, je sais, on va c'est pas refaire le bilan. Raphaël En Arnaud. tout cas, voilà, moi j'attends de voir ce que va représenter cette loi, mais en tout cas, il y a un problème énorme de répartition des richesses dans notre pays auquel il faut évidemment s'attaquer. Et dernière chose, il faut absolument qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas parlé du plus grand défi auquel l'humanité doit faire face, c'est-à-dire le défi climatique et de préservation du vivant, l'écologie doit être l'allié du pouvoir d'achat aujourd'hui. Et on a proposé dans cette campagne présidentielle, moi j'étais avec Yannick Jadot, mais les programmes se rejoignent, effectivement, un plan très fort de rénovation thermique des passoires thermiques qui concerne les plus pauvres d'entre nous. Oui, alors par contre, ma prime rénov, ça marche pas du tout. On n'a pas le temps. Ah bon, on n'a pas le temps. Bloquer le prix de l'essence, par exemple, c'est bon pour Québec. Le blocage des prix, ça marche en Espagne et au Portugal parce que ça a été négocié avec l'Union européenne. Pourquoi pas pour la France? Mais en tout cas, on peut avoir un 13e mois écolo, c'est-à-dire allier à croissance du pouvoir d'achat et protection du climat par des mesures de rénovation thermique, de baisse de la TVA sur les produits bio. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Ça n'a rien à voir. Alors là, pardon, mais on n'a pas le temps d'en aller là. Je vois pas le rapport du tout. D'accord. Moi, je vois le rapport entre ce que vous défendiez pendant la présidentielle et ce que vous défendez là aujourd'hui. C'est-à-dire faire de la rénovation thermique, ça veut dire. Non, vous avez parlé de croissance, donc pour ça, ça m'étonne. Non, j'ai pas parlé de croissance. Je croyais que dans vos revirements, vous étiez devenu décroissant. J'ai parlé de rénovation thermique et de baisse de TVA sur les produits bio et autres. Et vous l'avez peut-être oublié, mais vous avez voté les premiers budgets pour renforcer la rénovation énergétique des bâtiments. Ce que je veux dire, c'est que évidemment, je les ai votés. Sauf que je vois bien le résultat aujourd'hui qui ne marche pas. Donc il faut. Loïc Terren, on va vous laisser défendre la loi parce que vous êtes très en retard. Pour avoir un 13e mois, mais qui soit un 13e mois écolo, c'est-à-dire un 3e mois pour les salariés. Il faut que je rééquilibre les temps de parole avant la fin de l'émission. Effectivement, la sélection du climat. C'est Loïc Terren qui est le plus en retard. Je vous laisse défendre cette loi. Écoutez, pouvoir d'achat, ou peut-être pas, je sais pas. Sacré challenge de défendre cette loi. Ah bon? Oui, non, moi je suis très à l'aise. Il y a un contexte qui est celui de la crise géopolitique qui a débouché sur des difficultés en matière de pouvoir d'achat, à la fois sur la question de l'énergie, sur la question de l'alimentation des matières premières. Et donc le gouvernement propose de renforcer son action en matière de pouvoir d'achat, comme il l'a déjà fait depuis 5 ans. Et le député sortant a voté certaines de ces mesures, à la fois sur la suppression de la taxe d'habitation, à la fois sur la prime Macron qui permet d'avoir un 13e mois pour des personnes qui sont au SMIC, à la fois aussi sur la réduction des impôts sur le revenu. Voilà, ça c'est un bilan en matière de pouvoir d'achat. Quand les choses sont bonnes et insuffisantes, on les vote. Pardon, c'est normal. Mais je m'en satisfais, mais nous sommes d'accord. Et puis le projet pour l'avenir, celui des mesures d'urgence que le gouvernement propose de prendre, à la fois avec le bouclier tarifaire qui est beaucoup plus finançable que ce que vous proposez, parce que moi je ne sais pas comment on finance ce que vous proposez, à la fois avec le chèque alimentaire qui permet finalement à des personnes qui sont les plus modestes d'accéder à une alimentation durable et de qualité en circuit court, parce qu'on ne fait pas la transition écologique à quelques-uns, et c'est ce que je reproche aux écologistes, et on aurait pu parler de beaucoup de sujets, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de climat, mais on aurait pu parler des zones à faible émission et de ce que la métropole et la ville de Lyon sont en train de faire ici. On ne les refait pas contre les classes populaires non plus, comme ça a été le cas avec la taxe carbone qui a mis les gilets jaunes dans la rue. Vous êtes en train visiblement de le faire, en tout cas ici, sur les zones à faible émission, qui risquent de devenir des zones de forte exclusion. Mais on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Et puis, comme vous l'avez dit, le triplement de la prime Macron pour s'assurer finalement toujours que le salaire net et le salaire brut s'alignent et que le pouvoir d'achat soit renforcé lorsque l'on travaille pour l'ensemble de nos concitoyens. Raphaël Arnaud, très rapidement. Oui. Déjà, pour revenir un peu à la genèse de cette loi, le terme pouvoir d'achat me dérange profondément. Parce que aujourd'hui, on pourrait croire que pour les classes populaires, ce serait un luxe de pouvoir consommer encore plus. Mais on n'en est pas là. On en est aujourd'hui, pour certaines parties de la population, au pouvoir de vivre. Juste de pouvoir vivre dignement, de pouvoir se loger dignement, de pouvoir manger correctement, etc. Donc ce terme, déjà, pouvoir d'achat, me dérange un peu. Donc on voit bien, il y a les prix qui augmentent. Les prix qui augmentent. L'INSEE dit que les prix augmenteront toujours plus, encore et encore, avec l'inflation. Donc là, on a des mesurettes. Alors c'est devenu à la mode, on nous distribue des chèques, un peu comme si on faisait l'aumône. Ah bah là, tiens, ce mois, t'as droit de faire ton plat d'essence. Le mois d'après, on sait pas, mais là, c'est bon, t'as droit. On nous parle de chèques alimentaires, de chèques pour l'essence, etc., etc. On signe des chèques comme ça. Nous, ce qu'on demande, c'est des vies dignes. Ça veut dire des salaires dignes. C'est-à-dire une augmentation du SMIC à minimum 1 500 €. Et encore,
Pour moi, ce ne serait pas suffisant. Mais déjà, ce serait une première mesure envoyée. Phare, SMIC à 1 500 € minimum, ce qui provoquerait de fait une augmentation de tous les salaires. Une vraie augmentation. Parce que la personne qui a 1 500, lorsqu'elle voit le salaire le plus bas augmenter à 1 500, de fait, ça augmente. Ça a toujours été comme ça. Le blocage des prix, l'essence à 1,40 €, l'allocation jeune aussi à 1 063 €. Bref, des vidignes. Et juste sur la triple prime Macron, ça nous fait quand même doucement rigoler. C'est-à-dire qu'encore une fois, on remet la responsabilité aux patrons qui déjà décident tout sur nos vies, qui déjà nous exploitent, font de l'argent sur notre travail au jour le jour. Et ben on laissera le choix aux patrons de savoir si oui ou non ils nous donnent des primes. Eh ben non. Moi je veux que ça vienne, qu'on nous donne des salaires clairs, nets, et en plus de ça, des primes qui sont défiscalisées. Comme les chèques qui sont payés d'ailleurs avec l'argent du contribuable. Bah nous, on pense que l'argent aujourd'hui doit être allé chercher chez les salaires les plus riches. Et quand je parle de salaires, c'est des salaires énormes. On parle de milliards qui sont dans les paradis fiscaux. On a supprimé l'ISF. C'est là l'argent, on doit aller le trouver et on va le redistribuer comme il se doit pour l'ensemble de la population et notamment les classes. Je vous remercie. Je vous laisserai conclure tout à l'heure. D'ailleurs, c'est le temps de la conclusion. Je suis désolé, on a dépassé largement le temps qui était imparti. Je vous propose simplement de finir avec un mot de conclusion. On est à peu près équilibré sur les temps de parole. Vous êtes un peu en retard, Loïc Terren, donc vous avez le droit de conclure un tout petit peu plus longtemps. On a tiré au sort tout à l'heure. C'est vous, Raphaël Ornaud, qui conclut ce débat. Est-ce qu'on doit regarder quelque part non, comme vous voulez. Okay. Les caméras sont là si vous voulez les regarder. Très bien. On va regarder les caméras. En 1 minute, s'il vous plaît. Durant cette élection présidentielle, on a vécu une séquence très particulière, notamment très chargée en émotions. Nous, la jeunesse, on a vécu un sentiment véritablement d'espoir, notamment avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais surtout une dynamique générale en France où on s'est dit il est possible à nouveau d'être en rupture avec ces politiques libérales qui nous plongent depuis des dizaines d'années dans la misère, dans la casse de nos emplois et de la planète, évidemment. On a senti ce sentiment d'espoir, et puis de l'autre côté, on a eu un véritable sentiment de peur. Un véritable sentiment de peur puisque l'extrême droite était à nouveau aux portes du pouvoir. Et cette fois, à quelques pourcentages seulement d'accéder à l'Élysée. On sait bien aujourd'hui que Emmanuel Macron, si quelques semaines avant le second tour, comme d'habitude, se présente comme rempart face à l'extrême droite, tout au long du quinquennat, il va continuer à fermer les yeux sur cette montée de l'extrême droite, continuer à accentuer ces politiques libérales qui cassent les classes populaires et donc qui mènent inévitablement à l'extrême droite, à nouveau aux portes du pouvoir. Nous avons l'opportunité de voter pour des députés combatifs face à ces politiques libérales, face à l'extrême droite, face à ce tournant réactionnaire. Votez le 12 juin, votez Raphaël Arnaud pour envoyer un maximum de députés combatifs à l'Assemblée. Merci Raphaël Arnaud. Hubert Julien Laferrière. Pour la première fois depuis 25 ans, l'ensemble des forces de gauche et écologistes se présentent unis à cette élection législative. C'est historique. C'est vrai que c'est un rassemblement qui est fait de parcours différents et c'est sa richesse justement de pouvoir réunir des parcours très différents mais unis sur l'essentiel, unis d'abord sur la volonté effectivement de lutter contre le réchauffement climatique et pour la préservation du vivant parce que c'est le défi de l'humanité, mais évidemment unis pour la justice sociale et pour la réduction des inégalités qui sont si criantes et qui sont si insupportables pour bon nombre de nos concitoyens, unis sur la volonté de réparer la société et de réduire les fractures entre nos territoires et entre les groupes sociaux, unis pour revitaliser notre démocratie, pour retrouver la confiance des citoyens. Et moi, je suis le candidat investi par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, donc dans le cadre de cette union, dans une circonscription que je connais bien. Alors, puisque cette union a généré beaucoup d'espoir, eh bien, les 12 et 19 juin, vous avez l'occasion de transformer cet espoir en victoire. 1 minute 3 secondes. Je vous remercie. Loïc Terren, vous avez le droit de déborder un petit peu. Un petit peu, merci. Écoutez, chères Lyonnaises, chers Lyonnais, face à la division de la gauche qui n'a pas fini finalement ses débats internes sur cette circonscription, je vous propose d'être un député qui agit. Un député qui agit pour un projet cohérent de progrès, d'égalité, de justice sociale, avec une action concrète sur le climat pour des villes abordables et respirables, notamment sur les questions de logement. Je vous propose d'être un député travailleur, investi, qui se bat sans relâche pour vous et qui est à votre écoute, à la fois sur le terrain et à l'Assemblée nationale. Et puis enfin, je vous propose des réformes concrètes pour votre quotidien, à la fois avec la solidarité à la source, les chantiers de l'école et de la santé, et il y a tant à faire,
ainsi que la réforme des institutions pour revivifier notre démocratie et lutter contre cette abstention qui gangrène encore notre pays. Messieurs, je vous remercie pour ce débat. Je m'excuse une dernière fois d'avoir dépassé un peu le temps de parole. Je précise, parce qu'on nous a posé la question, que nous invitons à chaque fois au moins les 2 candidats les mieux placés, et puis que pour les 3e places, nous tournons de circonscription en circonscription pour essayer de représenter toutes les sensibilités présentes à ces élections législatives, mais que aussi nous invitons tous les jours dans les coulisses du Grand Lyon les différentes sensibilités. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Lyon Politique.